En 2009, je fais un congrès de psychologie du sport à Paris et j'enchaîne avec un congrès en psychologie sociale où je présente des travaux de thèse sur la contagion émotionnelle et en fait je présente ça pour que ça soit éclairé par les connaissances des collègues de psychologie sociale et j'ai une révélation sur ce manque de dialogue entre ces deux disciplines finalement, ou plutôt de la mienne envers les connaissances en psychosocial à cette époque-là. Et donc ça a nourri, si vous voulez, toutes mes ambitions, mes envies d'aller dans ce champ-là, dans le fait d'aller comprendre finalement comment les interactions sociales, les appartenances de groupe pouvaient influencer mon sujet d'étude au départ, qui était les émotions notamment. Venant par ailleurs du rugby, fondamentalement, j'ai eu aussi naturellement cette propension à aller voir ce qui se passait dans les groupes, puisqu'on le vivait en tant que joueur, on le vivait aussi en tant qu'entraîneur. Donc c'est ce qui a guidé, si vous voulez, toutes mes recherches, mes envies, mes motivations à aller travailler dans ce milieu-là. Ce qui m'a été demandé aujourd'hui, c'est de m'inscrire en fait dans cette thématique de l'histoire, la psychologie sociale, en présentant l'histoire de la psychologie du sport et en essayant de le rallier justement à cette thématique de la psychologie sociale. Et c'est toujours très intéressant d'aller revisiter l'historique, l'histoire de nos disciplines, parce que ça nous l'a fait encore mieux connaître. Et puis, on s'aperçoit aussi du pourquoi est-ce qu'on a ces sentiments sur le devenir de nos disciplines. Et j'ai la sensation, et je la défends aujourd'hui assez ouvertement, que le futur de la psychologie du sport s'inscrit dans deux domaines, très clairement, qui est celui de la technologie et celui de la psychologie sociale. Et même si on peut, c'est d'allier un peu les deux. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais m'inscrire dans cette demande, c'est-à-dire essayer de reparcourir les étapes qui ont construit la psychologie du sport, et en fait, arriver à faire comprendre par ce cheminement historique pourquoi finalement on arrive à cette conclusion qu'il y a encore un manque en psychologie sociale appliquée au sport. Pourquoi est-ce que finalement on défend cette idée que étudier les interactions sociales, étudier les appartenances de groupe sont le devenir d'une discipline qui finalement est ancienne, puisque on la remonte, on verra juste après, mais à une date de 1898 sur l'étude de Triplett, qui est aussi une étude pionnière en psychologie sociale et qui, pour nous, fait référence comme point de départ, si vous voulez, en psychologie du sport. Donc c'est à ça que je vais essayer de m'atteler dans un premier temps. Et puis, ça va m'amener à vous expliquer aussi les travaux qu'on mène, sans en rentrer dans les détails, puisque le but n'est pas de montrer nos travaux, mais ces travaux s'inscrivent justement dans le domaine de la psychologie sociale appliquée au sport, dans un projet que l'on a notamment dans le cadre des Jeux Olympiques. Je vais vous expliquer que ça a été pris en considération par le gouvernement, notamment dans le cadre de cet accompagnement des équipes de France. Vous expliquer également comment c'est pris en compte dans une fédération qui est la mienne, qui est la Fédération française de rugby, où on intervient auprès de ces équipes de France. Si vous avez vu les matchs récemment, il y a une coloration en fait qui est derrière ces performances et derrière ces travaux. Et en fait, l'idée c'est juste d'arriver à vous expliquer, ou en tout cas à vous partager plutôt que vous expliquer un point de vue qui est le mien, qui peut se défendre, qui peut se débattre bien évidemment, mais sincèrement, je crois sincèrement que l'avenir, pour nous en tout cas, se situe bien ici. Alors effectivement, si on veut essayer d'avoir un point de départ. Très souvent, quand on regarde les écrits dans l'histoire de la psychologie du sport, on nomme Triplett, alors qui n'était pas en psychologie du sport, mais qui a utilisé cette tâche sportive pour montrer les effets de la facilitation sociale, qui montrait qu'en la présence d'un concurrent, en même temps, on arrivait à avoir des performances différentes. Donc, on s'est approprié ça, en fait. Très clairement, on s'est approprié ça comme étant le point de départ de la psychologie du sport, même si on verra après qu'il y a une redescente derrière sur les études. Mais ce qui est intéressant, au-delà de voir que le point de départ est aussi celui de la psychosociale, même si c'est débattu, je le sais, en fait, ça remonte de bien plus longtemps. Quand on regarde les prémices, finalement, dans ce qu'on peut lire de la psychologie du sport, en tout cas la prise en compte de la dimension humaine dans la performance sportive, on remonte sur les Jeux Olympiques d'antan, les anciens, préhistoriques, pas préhistoriques, mais grecs en tout cas, et on se retrouve en fait avec ça. C'est-à-dire la préparation des athlètes avec la connexion entre le corps et l'esprit, avec des termes qui interviennent forts, qui sont la concentration, la relaxation et la préparation.
concentration, relaxation, préparation. Si jamais vous vous intéressez un peu à ce domaine-là, quand on parle de la valence appliquée, la psychologie du sport, donc ce qu'on appelle la préparation mentale, ben en fait, très clairement, on retombe sur la concentration, la préparation, la relaxation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui, finalement, on retrouve à l'ère contemporaine des choses qui existaient déjà dans les jeux antiques. Et c'est questionnant. C'est questionnant parce que vous m'entendrez, si vous vous intéressez un peu à ce domaine, vous m'entendrez souvent dire c'est un domaine qui doit être dépoussiéré. Qui doit être absolument dépoussiéré parce que ce que j'ai appris il y a 25 ans de ça, quand j'ai commencé à faire le DEA, le DESS, c'était ce qu'on apprend encore maintenant dans la plupart de nos formations. On a un sentiment finalement de... ça évolue, bien évidemment, mais pas suffisamment vite, et peut-être parfois même loin de certaines réalités sportives. C'est-à-dire qu'on se concentre sur certaines réalités, mais on en oublie un peu d'autres, et notamment sur toute la dimension un peu sociale. Alors, si on regarde l'histoire de la psychologie du sport, on est sur 6 grandes périodes. C'est reconnu à peu près comme ça. J'ai repris ça, bien évidemment, parce que l'exercice était... Je te remercie, Alicia, de m'avoir invité là-dessus, parce que l'exercice n'est pas forcément simple, puisqu'on est peut-être spécialiste de nos domaines, chacun d'entre nous ici, mais on n'est pas historien de nos domaines. Donc, du coup, ça nous force quand même à avoir cette réflexion un peu intellectuelle et ces lectures. Donc, très clairement, il y a ces 6 périodes-là qui ressortent très souvent. Je me suis fondé cette présentation là-dessus. Et ce côté préhistorique, là, pour l'heure de la psychologie du sport, qui part de l'Antiquité jusqu'au début des années 1900. Donc, j'ai passé le côté Antiquité. Maintenant, il y a eu ce gap, bien entendu. Et on voit, en fait, c'est pas pour vous montrer les études, mais c'est pour, encore une fois, vous montrer quelle est l'origine de ce que l'on observe aujourd'hui. Et on voit des psychologues américains qui ont travaillé sur l'acquisition motrice, des habiletés motrices. On voit ici sur le temps de réaction. On voit le français, un médecin français qui a bossé sur les changements psychologiques durant une tâche d'endurance. Très intéressant pour nous. Et je le découvre maintenant, d'ailleurs, c'est qu'on est en train, dans ce projet dont je vous parle, de faire exactement la même chose, mais sur une variation des processus des positionnements identitaires, par exemple. Donc, il y a encore une fois, sur ces prémices, sur ces débuts de notre discipline, quelque chose qui est très intra-individuel, une approche qui est très, très intra-individuelle. Et puis, quand on continue, on a de Coubertin, qui a œuvré aussi dans ce sens-là, qui a œuvré parce que c'était un passionné de la dimension humaine, on va dire, de la performance, puisqu'on n'appelait pas ça de la psychologie du sport à l'époque. Et c'est quelqu'un qui a travaillé, ou en tout cas qui a développé les discussions, les débats autour de la motivation chez les jeunes, notamment à la pratique, qui a développé des échanges sur les caractéristiques psychologiques liées à la performance, sur l'importance de l'autorégulation. C'est quelqu'un qui a aussi été à l'origine de congrès olympiques, et le deuxième congrès olympique le sujet principal était celui de la psychologie appliquée au sport. Donc c'est une vieille discipline finalement, c'est une vieille discipline, en tout cas, si elle n'était pas discipline encore à cette époque-là, c'est un vieux sujet de réflexion. Et tout ça pour vous dire aussi que on a tout un lot de connaissances qui est finalement assez immense, mais encore une fois, comme vous pouvez le voir ici, centré beaucoup sur ces aspects individuels. Et puis ça se développe dans l'histoire de notre discipline. On commence à la considérer comme une spécialité. On commence à faire des études. Et parmi les études qui sont très souvent reconnues, ou en tout cas qui sont arborées, on a une étude sur... c'est un joueur de baseball connu et à l'époque très reconnu pour ses qualités de batteur. Et on a essayé de déterminer quelles étaient les caractéristiques psychologiques de ce batteur exceptionnel. Donc on était encore sur la détection du talent, là où la reconnaissance du talent au travers des aspects psychologiques, chose sur lesquelles les fédérations à l'heure actuelle travaillent. C'est-à-dire quels sont les déterminants psychologiques de l'expertise et de la réussite. Comment est-ce qu'on détecte le talent ? C'est un champ en psychologie du sport à part entière qui est Talent Identification, et sur lequel il y a beaucoup de débats, et pour lequel on sait que c'est très sport dépendant finalement. Mais quand on regarde bien, pour y travailler aussi à la Fédération française de rugby, quand on a épluché la littérature sur ce champ de l'identification du talent, on trouve des caractéristiques, encore une fois, très centrées sur l'individu. Sur l'individuel. On a du trait de personnalité, même si c'est un peu abandonné. On a la motivation, on a les émotions, on
on a le locus de contrôle. Enfin, on a des choses qui sont des variables qui sont très intra-individuelles. Et paradoxalement, on n'a pas quelle est la capacité du gamin, puisqu'on on parle d'enfant à ce moment-là sur la détection de talent, mais quelle est sa capacité à s'intégrer dans un groupe? Quelle est sa capacité à pouvoir échanger? Au-delà, je parle de certains traits de personnalité qui pourraient être liés à l'ouverture, etc. Mais on n'a pas ça. On n'a pas sur un môme de... Si je vous prends un exemple, un môme de 17 ans, ou entre 17 et 20 ans, peut appartenir, s'il est par exemple dans son équipe, moins de 17 ou moins de 18, allez, moins de 18, surclassé en moins de 20 parce qu'il est bon. Il est dans son club, il joue en rugby à 15, il joue en rugby à 7. Il a une sélection régionale, il a une sélection nationale, double parce qu'il est bon. Ça veut dire que juste là, ce môme-là, au moment où il est en pôle espoir, ce môme-là, il a 9 appartenances groupales différentes. Ben ça, à un moment donné, c'est perturbant parce que les normes ne sont pas les mêmes. D'une équipe de France à une autre, c'est pas la même. De son club à la Fédération française de rugby, c'est pas les mêmes normes, c'est pas les mêmes jeux sociaux, pas les mêmes rôles non plus, parce qu'il peut être leader dans son club, être remplaçant, substitut ou même partenaire d'entraînement. Et ça, ce sont des choses on doit être capable de pouvoir faire face. Et donc, même maintenant, dans l'ère contemporaine de la psychologie du sport, on ne s'intéresse pas encore suffisamment, à mon sens, à ces dimensions psychosociales de l'expertise, comme de la performance de manière générale, assez générale. Et donc ça, on le voit. On le voit ici, une étude assez importante parce qu'elle était assez claquante, c'est qu'il y a eu un chronographe, c'est-à-dire que c'est un outil de mesure qui était fait à l'époque avec, je crois que c'était des balles de golf, enfin, qui permettait justement de voir le temps de réaction des défenseurs au football américain pour essayer d'impulser sur la défense. Mais on reste encore sur du temps de réaction individuel. On n'est encore pas sur cette dimension collective. Et puis, développer en tant que spécialité, alors c'est vachement intéressant d'avoir entendu la conférence avant, parce que, et j'ai compris pas mal de choses en même temps. C'était super. Parce que on n'a pas la psychologie du sport européenne ou américaine. Je me suis presque dit en l'entendant que c'était presque dommage. Il y a peut-être quelque chose à aller explorer là-dedans, mais on a une prédominance très clairement nord-américaine. Et donc du coup, en entendant ce qui s'est passé avant, si vous y avez été, c'est que même la psychologie sociale nord-américaine est dite individualiste. Donc ça explique encore mieux le sentiment que j'ai à l'heure actuelle, que même quand on mobilise les concepts de la psychologie sociale en sport, on est aussi impacté par ce côté un peu individualiste, ou en tout cas moins collectiviste. Mais mine de rien, il y a quand même s'il y a une prédominance de nord-américaine, on arrive à trouver des développements européens, heureusement, même si l'histoire, les écrits historiques sont quand même très écrits par du blanc mâle dominant nord-américain avec la perspective comme ça, donc on le sait. Mais on arrive à trouver certaines choses, des développements de laboratoires allemands notamment et russes par ailleurs. Mais vous voyez aussi que là, ces premiers laboratoires, européens pour l'heure et puis russes pour l'autre, on est encore une fois sur santé et corps-esprit. Et ici, on est encore sur le côté très cognitif, sur la préparation à l'action et la perception. Quelque chose encore de très individuel. C'est-à-dire que même sur une psychologie sociale individualiste, comme ça a été dit avant, on ne l'a pas encore. On n'a encore pas ça. Et malgré l'expérience de triplette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, ce qui a beaucoup influencé notre discipline, c'est ce monsieur, donc un psychologue américain, qui est dit comme étant le père de la psychologie du sport. Alors, les écrits nous amènent des fois à nuancer ça en disant que c'est le père de la psychologie du sport nord-américaine. Mais il est fait maintenant qu'il est assez dit que c'est lui qui aurait plutôt impulsé et qui serait le père de cette discipline. Donc ça, je vous laisserai juger par rapport à ce que je l'ai dit avant. C'est quelqu'un qui a monté un laboratoire dans les années 20, 25, je crois, et qui a fait... ça doit faire 7-8 ans de laboratoire parce qu'il y a eu un manque d'intérêt quand même, et de la part du sport, et de la part du côté académique. Mais c'est quelqu'un qui a continué à travailler. Donc, il a beaucoup publié. Donc, voilà, en quelques années, il y a eu 25 publications dans le domaine psychomoteur notamment, et surtout ce qui était personnalité. Et quand il a
arrêté ce laboratoire, il a travaillé en tant que psychologue auprès d'équipes, notamment d'équipes de football et d'équipes de baseball. Donc c'est finalement un des pionniers dans le côté très professionnalisant de cette discipline, mais toujours avec cette entrée très intra-individuelle. Et puis, donc, du coup, on sort de cette période et on arrive à une discipline qui la devient discipline. C'est-à-dire que on commence à l'enseigner, en fait. Quand on parle de discipline, c'est que ça commence à rentrer dans les cadres de l'enseignement. C'est le temps des recherches sur l'apprentissage moteur, puisqu'il y a l'éducation physique aussi qui va beaucoup se développer. La personnalité, il y a encore beaucoup. Ça sera abandonné par la suite en psychologie du sport, abandonné en tout cas largement moins étudié, puisqu'on a peu de marge de manœuvre, finalement, d'entraînement par rapport à ça. Et puis, c'est tous les travaux qu'on connaît les premiers travaux sur les émotions et la relation émotion-performance au départ du concept d'activation, sur les lois d'Yates-Dodson, etc., qui a donné plus tard, dans les années 80, différentes lois d'association entre un état émotionnel et une performance qui sont très critiquables par ailleurs, mais qui restent encore une fois très, très intra-individuelles. Une femme, Dorothy Yates, qui crée un modèle. Et ce modèle-là, il est encore utilisé à l'heure actuelle dans l'optimisation de la performance, même si on lutte fort, on pourra en discuter aussi par rapport à ça, qui est le modèle de la pratique scientifique. C'est-à-dire être capable de pouvoir intervenir dans le cadre de l'optimisation de la performance, par exemple, toujours basé sur l'évidence scientifique en sport. Ce qui a donné les sciences du coaching par la suite, ce qui donne les pratiques d'aujourd'hui. Bon, on le retrouve, et c'est la première femme qui travaille dans ce domaine-là, qui était suffisamment important pour pouvoir le citer. Mais vous voyez, on reste encore à cette époque là-dessus, encore une fois. C'est-à-dire que j'en discutais à table tout à l'heure. Si vous tapez préparation mentale sur le net, en fait, vous aurez des images de mecs couchés sur un tapis en train de faire de la relaxation, en train de faire de la méditation. Vous entendrez parler de fixation d'objectifs, d'imagerie, de discours interne. Vous n'entendrez pas de processus identitaire, vous entendrez moins de cohésion, même si c'est peut-être la thématique psychosociale qui apparaît le plus, finalement, qui est le plus utilisée chez nous. Mais on en reste encore sur quelque chose de très, encore une fois, très individuel. Et puis, donc, du coup, notre discipline devient académique. C'est-à-dire que des sociétés commencent à se créer, la Société internationale de psychologie du sport, un congrès international, le premier à Rome notamment. La psychologie du sport se distingue comme discipline, c'est-à-dire qu'elle se distingue de l'éducation physique, notamment, et de l'apprentissage moteur, enfin l'apprentissage et le contrôle moteur. Et puis, donc, du coup, elle prend ce levier qui est celui du développement des sciences du sport. Et par rapport à ça, on a une personne qui s'appelle Ogilvy, qui a beaucoup œuvré justement dans cette rampe de lancement et faire valoir la psychologie du sport comme une vraie discipline scientifique à part entière. Et j'ai mis ce bouquin-là parce que ça fait référence aussi à ce qu'on vit dans le domaine de la préparation mentale, c'est-à-dire qu'il fait ce bouquin qui valorise beaucoup, qui explique beaucoup ce que c'est que la psychologie du sport, l'intérêt pour les athlètes. Mais, si vous pouvez voir, c'est Problem Athletes and How to Handle Them. Et la critique qui a été faite sur ce bouquin-là, c'est de se dire, finalement, en fait, la psychologie du sport est faite pour des athlètes problématiques, à problème. Et la difficulté qu'on a à l'heure actuelle, quand on bosse avec des équipes qui ne sont pas sensibilisées à ce que c'est que la préparation mentale ou la psychologie du sport, et qui sont plutôt sensibilisées à ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, et qui fondamentalement ne sont pas justes, on se heurte à ce mythe. Les athlètes, j'ai pas de problème. En plus, vous savez très bien que les normes des athlètes de haut niveau, c'est les normes de force, les normes de non-faiblesse plutôt. Et donc, dire que je vais voir un psychologue pour mes performances, c'est peut-être dire que j'ai un problème. Et donc, du coup, ça y va pas. Même celui ou celle qui en a, ça y va pas. Alors, c'est plus tout à fait juste ce que je vous dis maintenant, parce que les médias s'en sont emparés. Vous avez pu voir aussi toutes les problématiques liées à la santé mentale des athlètes de haut niveau. Et donc ça s'est pas démocratisé, mais en tout cas, ça s'est beaucoup mieux accepté. Mais vous voyez, encore une fois, qu'on reste encore sur l'individu. Toujours. Et quand on parle, du coup, de ce développement, de cette 5e étape du développement de la psychologie du sport, c'est reconnaître cette fois-ci comme une science. C'est-à-dire que
dans les années 75 jusqu'à 90, mais on peut même aller pousser un petit peu plus loin, on a ce côté scientifique et application qui se développe fort. C'est-à-dire qu'on a des journaux scientifiques, tous ceux que vous pouvez voir ici, qui ne portaient pas forcément ces noms-là à l'époque. Hein. J'ai pris les couvertures d'aujourd'hui, mais c'est parce que je n'ai pas trouvé celle d'antan. Et c'est aussi les Américains qui sont en avance sur le côté pratique, applicatif, et qui, dans le comité olympique, ont des psychologues. On a des psychologues qui sont des consultants, qui travaillent avec les équipes. Et pour la première fois, à des Jeux olympiques, on va voir apparaître des psychologues qui sont associés dans le staff, qui sont staffés en fait, qui sont associés au staff des équipes de France, pas forcément d'une équipe de France, d'une équipe olympique, puisque là c'était les États-Unis, mais qui travaillent pour l'ensemble des équipes olympiques et des athlètes olympiques. Et ça, c'est une petite révolution dans notre champ, parce que justement, ça met aux yeux de tout le monde l'intérêt de travailler sur cette dimension-là. Avec le regard maintenant qu'on peut avoir, c'est toujours pareil, c'est un regard qui est fait sur quelqu'un qui venait, qui était psychologue, avec ce souci quand même de régler des problèmes qui étaient identifiés sur les individus plus particulièrement. Mais mine de rien, ça a quand même pu amener beaucoup de développement, et c'est l'apparition de toutes les sociétés savantes. On a la FEPSAC, qui est la société européenne, qui s'est un peu... scindé justement, séparé de la fédération internationale. Donc on y retrouve peut-être quelque chose qui fait écho à ce qui a été dit un peu avant. Les Anglais, les Coréens, les Japonais s'y sont mis, ça n'existait plus après. Les Américains et les Canadiens, pardon, les Américains et la Société française de psychologie du sport, dans lequel j'ai œuvré aussi pas mal de temps. Une société, ce sont tous des sociétés savantes et qui régulent finalement ce que doit être la psychologie du sport dans chacun de nos pays, qui essayent de mettre des cadres, plus ou moins bien. On a les Américains, c'est très cadré, les Anglais, très cadré. Il y a des accréditations qui sont faites où vraiment on ne peut pas bosser si on n'a pas cette accréditation. Nous, c'est développé, mais on vivote, c'est-à-dire que les fédérations font bien comme elles veulent finalement. Et s'il n'y a pas d'accréditation, c'est pas bien grave. On a encore cette liberté-là ou cette autonomie-là. Pour différentes raisons dont on pourra en discuter plus tard, ce n'est pas forcément le moment aujourd'hui, mais en tout cas, il y a ces sociétés savantes qui gèrent, qui coordonnent le développement scientifique, la coordination, les collaborations scientifiques, et à la fois la mise en pratique auprès des athlètes. Et ça, c'est à peu près partout dans le monde. Donc là, on a, à partir des années 80, 90, on a un vrai bouleversement, un vrai élan de la psychologie du sport. Et donc, du coup, ça nous amène à cette sixième étape. Cette sixième et dernière étape qui est l'ère contemporaine. Notre ère, à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est depuis les années 2000 dans le domaine de la psychologie du sport. Et on voit que c'est une science à part entière dans le champ des SAPS, finalement, le champ des sciences du sport. Ça fait partie des champs scientifiques. C'est enseigné, très clairement. Et puis, depuis peu, c'est médiatisé. Et pour être un peu dedans, dans cette partie-là, je sais que les médias permettent justement de mettre un élan faramineux. Enfin, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu, on peut le voir. Ça a aussi ses bons et ses mauvais côtés. Un des mauvais côtés, quand il y a eu c'était pas le premier documentaire, mais en tout cas le premier documentaire non, justement, pas bien fait, très popularisé. C'était fait par Canal à l'époque, il y a une dizaine d'années de ça. C'était les mentalistes du foot. Donc, sport collectif, enfin, on y arrive. Ça y est, qu'est-ce qu'on fait dans la préparation mentale au foot? Dans la préparation mentale au foot, on fait de l'individuel. Dans la préparation mentale au foot, on fait quelqu'un qui promène dans les vestiaires avec une couverture qui passe comme ça. Et ça, c'était le documentaire. C'était ça, la préparation mentale. Donc, c'est-à-dire, les médias, c'est bien, à partir du moment où c'est bien fait. C'est toujours la même chose. Et donc, du coup, on reprend une claque à ce moment-là, et ça ne nous aide pas. Donc, maintenant, les documentaires sont beaucoup mieux faits. On se retrouve avec des documentaires qui essaient de relater ce que c'est que la psychologie du sport, s'entourent d'experts pour ça. Mais il s'avère quand même, encore une fois, que la psychologie du sport, ça reste la psychologie du sportif, très clairement, et moins des groupes. Je vous livre 2-3 faits récents pour vous montrer à quel point ce que je vous dis n'est pas
Je ne prêche pas pour ma paroisse, je ne suis pas en train d'essayer de convaincre, mais d'expliquer. Je suis en collaboration avec les équipes de France, avec les fédérations françaises de sport collectif. Le foot est très en avance sur leurs réflexions. J'étais avec eux hier à Clairefontaine, pour vous dire. Et ils sont en avance. Ils ont construit une salle pour ça. Vraiment, c'est impressionnant. J'étais impressionné quand j'y suis allé hier. Mais par contre, c'est ça. Enfin, c'est ça. C'est pas que ça, bien évidemment, mais c'est encore une fois très individuel. Ça, Music Care, ils sont associés avec cette application de musique qui a montré des évidences scientifiques sur l'état de relaxation. Avec ce bijou technologique qui est en fait une espèce de fauteuil de relaxation qui vous permet de vous mettre dans une bulle. Et puis, technologiquement, c'est à la pointe. On en reste encore à l'individu. On en reste au développement. Ils sont très axés sur le développement personnel, par exemple. C'est le Stade Toulousain qui s'est associé avec Petit Bambou. Vous avez certainement entendu parler, c'est, je crois, 10 millions d'utilisateurs, quelque chose comme ça. Donc la préparation mentale du haut niveau est encore associée à quelque chose de très, très individuel. La méditation. Mais encore une fois, je ne le rejette pas, ça. Il faut bien que ça soit clair entre nous, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Je ne le rejette pas. Je dis justement qu'il y a un manque, en fait. Il y a un manque derrière ça. Et puis, bien sûr, j'en ai parlé juste avant... c'est tout ce qui est lié à la santé mentale, qui, par le fait des médias et parce que c'est important, bien évidemment, prend une part qui est considérable dans ce qu'on peut appeler maintenant la préparation mentale, ou en tout cas le domaine de la psychologie du sport appliqué. Alors, voilà ce qu'il en est en fait. Les connaissances en psychologie sociale dans le domaine de la psychologie du sport, comparativement aux connaissances sur le côté intra-individuel, c'est 12%. Environ, 12 et quelques. Pour les calculs qu'on a pu faire sur les différents bouquins qui existent, grosso modo, on a regardé le nombre de chapitres et de volumes qu'il y avait sur l'ensemble des bouquins dans ce domaine-là, on a regardé la part, on arrive à ça. Peu importe si le chiffre est exact ou à l'article près, mais c'est la proportion que vous voyez. On a 12% de connaissances mobilisées, qui mobilisent les connaissances en psychologie sociale quand on parle de la psychologie du sport. Il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance très forte de ce qui se passe chez vous, en psychologie sociale. Et c'est ce que je suis venu chercher en 2009, dans ce colloque de... Je crois que c'était la DRIPS. C'est ce que je suis venu chercher, ça m'a éclairé. Et quand j'entends encore tout ce qu'il y a, et malgré le fait qu'on aille piocher dans la psychologie sociale, on a encore des manques. On a encore des manques. Les processus identitaires, Tachefel, 70, on commence juste à les voir maintenant en psychologie du sport sur l'optimisation de la performance. On est en 2020. 70-2020. Enfin, quand on regarde ça, c'est une aberration finalement. C'est stupéfiant. Quand on parle je sais pas moi, d'études très connues en psychologie sociale sur le conformisme social, méconnues, pas méconnues, mais pas utilisées. Formation d'entraîneur. Toutes les formations d'entraîneurs que j'ai faites, ce n'est pas vu. Le conformisme social n'est pas vu. On a des entraîneurs qui continuent à faire de la fixation d'objectifs collectifs en grand groupe et ça pose de problème à personne. C'est tous les travaux sur la soumission à l'autorité, pour citer les plus connus, pas vus en formation d'entraîneur. C'est une aberration. Pour moi, c'est une aberration. Quand je vois la puissance que ça peut amener dans la formation d'un entraîneur et toutes les conséquences que ça peut avoir, non seulement sur une performance d'équipe, mais sur le bien-être des individus, ou sur leur fonctionnement social au sein d'un groupe, c'est une aberration. Et c'est pour ça que je prône ce futur qui mobiliserait la psychologie sociale beaucoup plus que ça ne l'est maintenant. Si on veut même aller plus loin, on a fait ça, alors c'était en 2019, quand on a justement défendu le projet, on a regardé un peu ce qui se passait sur le nombre de publications. Quand on tape dans un moteur de recherche Group Dynamics, et quand on tape dans le même groupe même base de données, Group Dynamics in Sport, 1 pour 24. Si on rajoute performance, on divise de 10 encore. Et si on rajoute les émotions en plus, si on fait référence aux émotions intergroupes, par exemple, 10 articles en 2009. 10 articles en 2009. On ne connaît rien. On ne connaît rien dans notre contexte du sport. Qu'on ne se méprenne pas, bien évidemment. C'est-à-dire que je ne sais pas si finalement les émotions intergroupes, les émotions de groupe, réagissent aux mêmes lois dans le milieu du sport. On a quelques résultats
qui nous font dire que c'est un peu divergent par rapport, par rapport aux connaissances en psychosocial. On voit beaucoup d'exofavoritisme. Chose qui, normalement, on le voit, mais moins présent. Nous, ça arrive souvent. On ne sait pas. Peut-être que ça suffit, toutes nos connaissances, mais il y a besoin d'aller plus loin. Quand vous faites un match de rugby, rugby ou de foot, ou peu importe, hein, ça se pose. Hein. Entre la question, on a fait une étude où on a manipulé les positionnements identitaires, en manipulant notamment les buts. Buts très individuels. Grosso modo, on a mis les joueurs à l'identité plutôt personnelle et à un niveau d'attraction de soi beaucoup plus élevé, avec des buts collectifs, une identité collective, etc. On les a fait matcher ensemble. Et puis derrière, on a regardé un peu ce qu'ils ressentaient. On a regardé la performance. Et il s'avère qu'on pouvait s'y attendre, tout ce qui était de l'ordre du collectif, de l'identité collective à mieux performer, des émotions plus positives qui vont avec, etc. Chose aussi qu'on a pu montrer, c'est que ce que je percevais des émotions de mon groupe, d'accord, c'est pas mes émotions, mais ce que je perçois de vous, à ce moment-là, si on était une équipe, avait plus d'influence sur mes performances quand j'étais à l'identité sociale, quand j'étais à l'identité personnelle. Ces premiers résultats-là, sans dire que c'est généralisable ou quoi que ce soit, mais ça questionne. Est-ce que finalement, je dois faire attention au niveau d'identification de mes joueurs ? Est-ce que finalement, en faisant attention à ça, j'ai pas plutôt intérêt à jouer sur les codes de communication, c'est-à-dire le paraître, le body language, par exemple, puisque c'est une des thématiques qu'on travaille avec les équipes de France. Donc, c'est-à-dire le paraître émotionnel de groupe, parce que c'est ça qui va influencer beaucoup plus que la régulation de ses propres émotions. Une approche plutôt top-down des émotions plutôt que bottom-up, si on fait référence aux écrits de Barsad. Enfin, tout ça, c'est en ébullition en ce moment. C'est en train de se questionner très fort. Quand on parle du leadership, on a... on a 30-40 ans de travaux de leadership, bien sûr sous l'angle de l'entraîneur-leader. Et maintenant, il y a tout ce qui est l'identity leadership, que vous connaissez, parce que c'est aussi dans le milieu des organisations, de la santé, qui vient maintenant dans le milieu du sport, et qui nous bouleverse complètement dans nos systèmes de leadership. Il y a un article de Franzen, le titre, c'est Captain is a myth. C'est un mythe. Et parce que, en fait, effectivement, il y a différents rôles. Et puis ça peut amener à une cohésion d'équipe, ou en tout cas à une identification plus forte. Et ça nous bouleverse complètement sur nos façons de faire. On a eu un séminaire de tous les leaders, nos équipes de France, il y a début de semaine, où justement on met en place cet identity leadership et on met moins de rôle un rôle différent au capitaine, par exemple. C'est en train de bouleverser nos pratiques. Mais faut-il, pour bouleverser nos pratiques, être encore au courant de ce qui se passe, de ce qu'il y a, de ce que l'on connaît. Et il y a de la connaissance, il y a vraiment de la connaissance. Moins, je vous l'ai dit, ça c'est clair, ça c'est indéniable. Mais dans ce moindre connaissance, il y a quand même des choses à vraiment appliquer. Là, à l'heure actuelle, quand on forme les entraîneurs sur la cohésion de groupe, on prend les modèles de Caron. Caron, c'est 80. C'est 80. On en prend un peu après, des choses qui existent encore après. Mais pour expliquer juste la base, on reprend sur 40 ans d'absence de connaissances qui est allée aux entraîneurs. Et ça, on peut plus se le permettre. C'est-à-dire que là, quand on fait une Coupe du Monde à la maison l'année prochaine, on ne peut pas se dire on a 40 ans de retard sur les connaissances en psychologie sociale appliquées au sport. C'est pas possible. Parce que sinon, on perdra contre les Blacks, ou on perdra contre les Anglais, ou contre les Sudaf. On perdra, en tout cas. Donc ça, parce que ça travaille. Enfin, je veux dire, on voit un peu ce qui se passe aussi dans les autres nations, dans cette compétition internationale. On n'est pas les seuls à réfléchir sur la dimension mentale, ça carbure, c'est une vraie compétition et le train, il va vite. Il va vite. Si on perd ce train-là, on perdra le match, très clairement. Et ce qui m'amène aussi à vous dire ça, dans toujours cette logique, c'est-à-dire que, ce que je t'expliquais à table, c'est-à-dire que si on reprend la chose, peu de connaissances en psychologie sociale, appliquées au sport, excusez-moi, peu de mobilisation des connaissances en psychologie sociale dans le domaine du sport, pour être plus juste. Et puis finalement, c'est plus simple, parce que s'occuper d'un athlète, c'est 1000 fois plus simple que de s'occuper d'une équipe. Parce que si je prends une équipe de rugby, je parle de ce que je connais, je préfère parler de ce que je connais que de faire semblant parler d'autre chose, mais une équipe de rugby, là par exemple, vous prenez l'équipe de France, c'est 43 joueurs. 43 joueurs. Dedans, il y a des titulaires leaders. Dedans, il y a des remplaçants. Dedans, il y en a des remplaçants qui n'ont pas joué. Dedans, il y a des mecs qui viennent le lundi, mardi, mercredi, qui retournent en club derrière pour revenir faire le partenaire d'entraînement.
c'est 43 joueurs, c'est 30 membres de staff. Un staff, maintenant, au niveau international, c'est une trentaine de personnes. On a 70 personnes qui sont en interaction. Si vous multipliez par le nombre d'interactions possibles, 1000 fois plus difficile, je pense que je suis encore largement en dessous de ce qu'est réellement la différence entre gérer, accompagner un individu et accompagner un groupe. Et ça, c'est sans parler des dirigeants, c'est sans parler du poids de la structure, c'est sans parler des autres interactions qui existent entre les médias, les parents, etc. Enfin, vous imaginez, bien évidemment. Et donc, quand c'est plus simple et quand on connaît moins ou quand on connaît plus un domaine, ben, ce qui se passe, c'est que ce 12%, on le retrouve dans les formations. C'est-à-dire que là, on a monté un DU au laboratoire spécialisé dans l'optimisation de la performance collective, donc c'est-à-dire, grosso modo, un DU de psychologie sociale appliquée au sport. J'ai fait le tour des DU, de ce qui se passait ici. J'ai regardé ce qui se passait à l'européen. Tous les DU, la plupart des DU, non, tous les DU, en fait, il n'y a pas un DU, pas une formation qui est spécialisée dans l'optimisation de la performance collective, dans la psychologie sociale du sport. Pas un. Il y a des bribes de connaissances qui sont dans toutes les formations, en master, dans les DU ou dans des formations privées, mais ça, on ne viendra pas sur ce champ-là. Mais c'est de l'ordre de ces 12% finalement. On retrouve en fait ce gap, on le retrouve dans nos formations. Et de conclusion des choses, du coup, c'est une boule de neige. C'est-à-dire que ceux qui sont en formation ont appris que la préparation mentale, c'était individuel, individuel, individuel. Un petit peu de sensibilisation aux aspects collectifs, parce qu'il le faut, mais finalement, on ne donne pas trop d'outils, on ne sait pas trop exactement comment faire, etc. Du coup, les futurs professionnels rentrent dans ce moule de l'intra-individuel. Alors, c'est un peu caricatural, ce que je vous dis, mais c'est pour l'idée, c'est pour l'image. Et je pense que là, il y a un vrai phénomène sociétal, peut-être pas, mais sociétal au niveau de la formation en psychologie du sport. C'est-à-dire que là, quand je vous dis qu'il faut dépoussiérer, j'invite à dépoussiérer la psychologie du sport, c'est sortir des aspects très individuels, relaxation, etc., pour venir vraiment compléter avec d'autres connaissances. À l'heure actuelle, j'interviens sur les équipes de France, toutes les équipes de France de rugby. Je pense que je fais 5% de ce que l'on voit dans les formations traditionnelles en psychologie du sport, tellement le contexte ne s'y prête pas. Parce que faire tout ce que l'on montre là, la préparation mentale très traditionnelle, la norme ne nous le permet pas. La norme ne nous le permet pas. Alors ça peut être des contraintes internationales. Non, tu ne vas pas me prendre 3 quarts d'heure pour faire une séance de relaxation, on va faire autre chose. Et puis il y a le côté très normatif. On parlait tout à l'heure du côté, il y a beaucoup de connaissances sur les effets de la gratitude, par exemple, sur les performances. Mais dans une équipe de rugby, tu ne vas pas faire une séance de gratitude de l'un vers l'autre. La norme ne te le permettra pas. Pas pour l'instant. Ça pourra peut-être évoluer, mais pour l'instant, ça va être plus difficile de le faire passer, en tout cas. Donc, il va falloir voir différemment. Et ce que je prône, plus particulièrement, c'est d'arrêter de rentrer dans la préparation mentale par l'outil, mais d'y aller par l'approche. C'est-à-dire voir un peu ce qu'il y a, quel est le contexte, et après essayer de voir comment est-ce qu'on peut composer au mieux. Et parfois, c'est au moins pire, il faut aussi qu'on se l'avoue. Et le côté très social, les influences sociales font que c'est toujours ce qui nous fait faire ce pas de côté. Et c'est toujours ce qui fait qu'on va essayer de relier avec des connaissances scientifiques pour s'en éloigner le moins, parce que là, par contre, on peut partir très loin. Alors, le sport, et ça va être ma vision que je vous partage cette fois-ci, le sport est social. Le sport est intrinsèquement social. Alors, on dit souvent que c'est le reflet de la société. Alors, ce serait quand même dommage de ne pas s'avouer quand même que c'est quand même intrinsèquement social. Mais il suffit de voir un peu ce qui peut se passer, se mettre à la place des joueurs pour prendre toute la mesure de l'influence des interactions sociales. Je vous montre ça. Essayez de vous mettre à la place des joueurs. Je vous ai pris les 3 vues du haka. Vous connaissez le haka, je suppose. Je vous ai pris les 3 vues, on a plusieurs vues sur le Stade de France, pour que vous puissiez prendre celle que vous voulez et essayer de vous mettre à la place des joueurs et essayer de voir un peu ce que vous ressentiriez à ce moment-là si vous étiez à la place des Français. Ou à la place des Blacks, peu importe. Donc là, les Blacks, c'est eux, c'est les All Blacks. Vous êtes là, vous êtes Français. Et vous voyez ça.
que vous ressentez à ce moment-là, si vous êtes à leur place, c'est pas que de l'émotion individuelle au sens théorique du terme, c'est de l'émotion ressentie à titre de membre du groupe. C'est je défends les couleurs de mon équipe, à minimum, peut-être même les couleurs de mon pays, pour ceux qui sont le plus sensibles à ça. Pour l'heure, ils le sont, les gars. C'est... Pardon. Normalement, j'ai quelqu'un qui me le rappelle. Hein. C'est être capable... c'est être capable de comprendre que là, en fait, toutes les interactions sociales, c'est une situation prototypique, intergroupe prototypique. C'est un groupe face à un autre qui, pour l'heure, vont vraiment matcher. Hein. On parle de confrontation physique. C'est 80 000 personnes. C'est si on va sur le contexte, on joue les All Blacks. Les All Blacks, meilleure équipe du monde. Reconnue comme meilleure équipe du monde, c'était novembre dernier. On les bat, quand même pour le glisser. Mais ça, tout ça, c'est pas vécu s'il n'y a pas les interactions sociales. Ça n'existe pas s'il n'y a pas d'appartenance de groupe. Donc, le sport, ici, est intrinsèquement social, et pas que le sport collectif. Parce que vous prenez le tennis, vous jouez face à une machine qui vous envoie des balles ou face à un adversaire, c'est déjà plus la même chose. Vous jouez à l'entraînement. Prenez Trezeguet sur la finale de la Coupe du Monde 2006, qui loupe le but. Trezeguet, il loupe le but sur un pénalty. Enfin, il y a rien de plus facile, un pénalty. Je grossis le trait. Mais il a peut-être tiré 1000 dans sa vie à l'entraînement. Puis il en a peut-être réussi 950. Ce jour-là, il se plante. Il loupe. Il fait une barre. Hein. Donc il loupe le cadre. Sauf que il n'avait pas joué de la Coupe du Monde, si vous vous rappelez bien. Donc pas de confiance du coach, qui était Domenech à l'époque. Il joue finale de la Coupe du Monde, tir au pénalty. Il y a quand même de l'enjeu. 80 ou 100 000 personnes dans le stade, des millions de téléspectateurs. Et en face, un gardien qui s'appelle Buffon, qui était son partenaire de club, qui le connaissait par cœur. Mais tout ça, c'est de l'interaction. Tout ça, c'est des aspects psychosociaux qui rentrent en ligne de compte dans ce qu'il ressent à ce moment-là. Alors, je ne suis pas allé l'interroger, puisqu'on n'avait pas forcément accès à ce joueur, mais on peut assez hypothétiquement poser, correctement poser l'hypothèse qu'il y a eu une petite pensée parasite, une mini pensée parasite, un mini doute qui, à un moment donné, au moment de frapper, et quand il voit Buffon, qui peut-être le fait un tout petit peu ralentir, ouvrir de 3 degrés son bassin, et plutôt que de mettre une lunette, il met une barre. Et on perd la Coupe du Monde. Si on reprend cette même Coupe du Monde, Zidane qui met un coup de tête, c'est de l'interaction sociale, il y a pas on ne peut pas faire mieux comme preuve, dans l'absolu. Donc il faut qu'on en prenne conscience, en fait, finalement, que ce sport, il est intrinsèquement psychosocial. Mais je vais vous donner d'autres exemples pour continuer là-dessus, et pour vous expliquer aussi ce que l'on connaît. Les champs qui sont étudiés en psychosocial appliqués au sport. Il y a tout un champ de connaissances sur la relation entraîneur-entraîné. Tout un champ de connaissances sur les relations entre pairs. Tout un champ de connaissances sur la cohésion, bien évidemment, qui, avec les travaux de Caron, ont été vraiment les Caron qui ont impulsé le côté psychosocial appliqué au sport. Moins de connaissances, mais je vous l'ai mis quand même là-dessus, sur l'interculturalité dans les équipes. Moins de connaissances, et j'ai presque envie de vous dire, vraiment très très peu de connaissances dans ce milieu-là, en tout cas dans le domaine de la performance. En top 14, l'interculturalité, c'est grosso modo, c'est 40% de joueurs étrangers dans une équipe. Il y a une époque, Toulon avait 12 nationalités différentes dans la même équipe. Quand j'intervenais il y a 15 ans, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans de ça, sur un club de top 14, on avait un interprète qui devait faire certains entretiens au début. Alors, l'interprète, c'était un joueur qui venait traduire, tout simplement. On faisait les entretiens en anglais et puis les entretiens en français. C'est des cultures qui sont différentes. Mais des cultures, c'est-à-dire que vous prenez un Fidjien, vous le mettez avec un Anglais, vous le mettez avec un Camerounais, un Géorgien et un Français. Faut qu'on apprenne à se connaître parce que sinon les jugements de valeur vont vite arriver. Ça va vite arriver. C'est-à-dire qu'il y a certaines cultures où, et en taisant les cultures pour pas qu'on me taxe de stéréotypant, mais il y avait certaines cultures avec lesquelles on a travaillé, il était interdit pour eux, et c'était ce qu'ils m'expliquaient, de se mettre sur une échelle à 8 sur 10, sur une auto-évaluation de performance. Donc quand on demande à l'entraîneur de l'évaluer sur la mêlée, par exemple, et qu'il le notait à 6, que lui, quand il avait cette échelle, il se notait à 11, c'est véridique. Sur 10, il se mettait 11. Mais
à ce moment-là, tu comprends que ça ne fonctionne pas dans le groupe parce que son comportement, c'est la même chose. C'est un comportement qui est jugé comme étant manquant d'humilité, très fortement. Mais non, c'était très culturel et il fallait arriver à comprendre tout ça. Que vous prenez les joueurs fidjiens, encore une fois, sans rentrer dans le stéréotype, mais ils ont une culture qui est... Enfin, non, on peut même en restant très général. Vous imaginez bien que c'est très différent de ce qu'ils ont pu apprendre, vivre le rugby différemment d'un Anglais ou même d'un Néo-Z qui est juste à côté. Que dans une préparation de match international, des fois, vous avez des joueurs qui se préparent individuellement, leur casque, d'autres très collectivement, et puis d'autres qui sont en train de prier dans un vestiaire. Donc l'interculturalité, ça aussi, ça en fait partie de ce côté très social du sport. C'est les hymnes. Comment est-ce qu'on fait face à des hymnes quand c'est la première fois qu'on le fait? Quand on voit les Argentins qui pleurent à chaque fois, qu'est-ce qu'on leur dit? Pleurez? Ne pleurez pas? Respectons votre culture, ce que vous ressentez, ou démontrez quelque chose à l'adversaire, parce qu'il y a aussi ces jeux-là qui jouent. C'est tout le chant des supporters. Ça aussi, on a un ancien collègue du labo qui a travaillé dessus, Yuri. Ça aussi, ça se pose en termes d'identité, de processus identitaire. Et si on ne prend pas les supporters, c'est l'influence des supporters, ce qu'on appelle le home advantage, qui n'est pas si advantage que ça d'ailleurs par ailleurs. Mais tout ça, ça fait partie des aspects sociaux, psychosociaux appliqués au sport, qui sont étudiés, qui ne sont pas encore suffisamment appris, enseignés pour nos entraîneurs, mais qui sont étudiés. C'est le leader, bien évidemment, et puis c'est tout l'environnement avec les parents. Quand on a des collègues de Lyon qui travaillent, Virginie Niquet qui travaille sur les parents, là aussi, comment est-ce que tu gères une équipe de jeunes, par exemple, quand tu l'as 2 fois 2 heures, le môme, que tu essaies de bien tout faire, un bon climat, bien propice à l'épanouissement, et qu'en fait, tout le reste du temps, il se fait sarcler par son père parce qu'il a fait une faute pendant le match. Mais c'est aussi une réalité. C'est aussi une réalité. Ici, je vous ai mis un travail qu'on avait fait, c'était le poids de l'héritage. Alors, je ne sais pas comment ça peut se traduire d'un point de vue psychosocial, quel est le champ théorique qui viendrait alimenter ça, mais en gros, pour l'anecdote, on a une équipe de France moins de 20 ans qui est championne du monde, et l'année d'après, c'est tous les ans, le championnat du monde, et l'année d'après, qui refait le championnat du monde. Et l'interrogation de l'entraîneur, c'était le poids de l'héritage. En d'autres termes, comment est-ce que l'héritage collectif d'un titre de champion du monde est vécu par mon équipe, qui n'est pas la même que celle de la semaine dernière, que de l'année dernière, puisque c'est des générations d'âge. Donc les moins de 20 ans de l'année dernière ne sont pas les moins de 20 ans d'après. Donc c'est-à-dire, est-ce que ça a un poids? Et ça, c'était les interrogations des entraîneurs. Quand on parle d'ici sur une équipe en sport individuel pour l'heure, sur du cyclisme, c'est ici 4 mecs qui travaillent pour un seul. Pas simple. Puis on peut en aller encore. C'est dans les sports individuels où je dois matcher contre quelqu'un qui est celui ou celle avec qui je me suis entraîné toute l'année. Je dois matcher contre elle. Et après, derrière, je dois repartir sur une compétition d'équipe, en relais, par exemple. Quand on parle de processus identitaire, c'est même presque encore plus riche sur des sports individuels. On parle maintenant de coopétition. Donc, voilà. Et quand je parlais des rôles, ici, ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on ne parle plus de remplaçants, on parle de finisseurs. Fabien Galtier a parlé de ça. Et ça a du sens, parce que symboliquement, être remplaçant, c'est être moins bon. Être finisseur, c'est j'apporte quelque chose. Et donc, il y a toutes ces ambiguïtés du rôle ou la clarification du rôle qui est important. Onesta le faisait aussi très bien avec ses remplaçants. Ça, ce sont tous des champs qui sont investis par la psychologie sociale appliquée au sport. Je vous ai parlé du staff. Alors ça, par contre, le côté dynamique de staff n'est pas étudié pour le moment parce que c'est aussi assez nouveau. Et il faut que vous sachiez du coup que dans l'évolution quand même de notre champ, on commence à avoir de nouvelles pratiques, notamment sur tout ce qui est Organizational Psychology in Sport, tous les travaux de Wagstaff, très intéressants sur justement tout l'environnement, l'influence de l'environnement. Et puis il y a un bouquin sur le New Psychology of Sport and Exercise qui est en fait l'approche de l'identité sociale appliquée au concept traditionnel, historique de la psychologie du sport, qui va
de l'identité sociale, des groupes, des émotions, à la motivation, à la personnalité. Enfin bref, c'est éclairé par cette approche-là. Ils l'ont fait en santé, ils l'ont fait aussi dans les organisations. Mais ce titre, je l'aime bien parce que j'y adhère complètement. C'est « The New Psychology of Sport and Exercise ». C'est-à-dire qu'on arrive vers quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. On a eu... Il me reste du temps encore ou pas? Combien? 5 minutes, très bien. J'accélère là-dessus pour vous présenter vraiment très rapidement. En 2019, le gouvernement met 20 millions sur la table pour des projets d'accompagnement scientifique à la performance en vue des Jeux Olympiques de 2024. Parmi tous ces... donc il y a eu une première vague, et dans cette première vague-là, il y a eu 6 lauréats. On était lauréats de ce projet, et à ce moment-là, maintenant on est 2, et à ce moment-là, on était les seuls à être sur la dimension mentale. C'est-à-dire qu'on a vendu la préparation mentale, la psychologie du sport, comme étant un facteur de performance, d'optimisation de la performance. Sauf que on l'a vendu comme étant la psychologie sociale appliquée au sport. Et nous, le but, c'était l'optimisation des sports collectifs. Alors, avec de l'interdisciplinarité, on a des neurosciences, on a de la technologie. Enfin, c'était aussi ce qui nous était demandé. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on fait avancer. Mais surtout, c'est comprendre que l'approche d'identité sociale était ce qui façonne l'ensemble de ce projet-là. Je ne vais pas tout le détailler, mais juste pour vous dire, on a 3 grands work packages. Le premier, c'est comprendre ce qui fait qu'un sportif varie entre son identité personnelle et son identité collective. Est-ce que finalement, la fatigue fait que je me recroqueville sur moi-même et j'oublie un peu le groupe? Est-ce que la performance, pas la performance, la relation entraîneur-entraîné joue là-dessus? Enfin bref, on essaie de voir tous les facteurs un peu contextuels. Le deuxième work package est le contraire, c'est comment les variations identitaires, sur les positionnements identitaires, jouent sur des facteurs de la performance. On étudie des facteurs comme l'effort physiologique, enfin l'endurance, la prise de décision, la qualité technique, les émotions, et tout un work package sur les aspects technologiques. Et donc je pense, du coup, que on pourrait rajouter une septième étape, une 7e période dans cette historique que je vous ai montrée. Cette 7e période, ça serait, vous vous rappelez, la 6e, c'était l'ère contemporaine. La 7e, ça serait le devenir de la psychologie du sport. Et je profite aujourd'hui justement pour la mettre sur la table. Je pense que c'est cette 7e période qui va voir. Là, je vais vous montrer 2-3 illustrations technologiques qui associent psychologie sociale et technologie. Ici, on est en train, et on l'a utilisé justement pour toute la tournée d'automne avec l'équipe de France, avec le 15 de France de rugby, on est en train d'être capable de mesurer via des indicateurs statistiques, des indicateurs d'observation de jeu, les émotions ressenties d'un point de vue collectif. C'est-à-dire qu'en fait, ici, alors vous ne regardez pas la courbe verte, mais regardez la courbe bleue, c'est nous. Et en fait, c'est sur le match de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud. Et si vous voyez ici, donc là, allez, pour faire simple, c'est à quel point on se sent plutôt bien collectivement ou plutôt dans le stress collectivement. Toujours collectivement. Et là, vous pouvez voir ici qu'il y a un décrochage assez fort, au point que ça s'inverse, qui est lié notamment au carton rouge de Dupont. Si vous avez suivi le match, et si vous ne connaissez pas Dupont, c'est notre capitaine, meilleur joueur du monde, important. Il y a un décrochage et un enchaînement après de faits de jeu qui fait que vraiment, on est capable, et on est en train d'y mettre une validité scientifique là-dessus. On a déjà la validité empirique, on a déjà la validité qualitative, on est en train d'y mettre une validité quantitative cette fois-ci. On est capable de pouvoir observer en live ce que ressentent les joueurs, sans mesure habituelle, on va dire, sans questionnaire. Je vous montre ça aussi dans le projet Team Sport, où on est en train de détecter par de l'intelligence artificielle, donc on s'est fait avec le CEA, tout ce qui est les comportements, tout ce qui est body language important pour les joueurs, c'est-à-dire une expression émotionnelle faite par l'attitude corporelle, notamment ce genre d'attitude qui est proscrit par les entraîneurs. Pourquoi? Pas parce qu'on veut qu'ils régulent leurs émotions, c'est qu'on veut contrôler le message qui est donné par rapport à l'étude que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis derrière, on sait qu'il y a aussi, dans le message qui est passé, dans ce qu'on appelle en étant non joué, quelle est l'impression de solidarité ou en tout cas de cohésion qu'on peut donner. Donc il y a tout des métriques qui se font sur à quel point les distances sociales sont élevées ou grandes sur certains moments. Donc on est en train de développer ça, c'est-à-dire qu'on est en train d'avoir des métriques, et ces métriques-là, on va pouvoir les associer à des facteurs de performance.
Et dernière technologie que je peux vous montrer, qui va être à la fois utile d'un point de vue de recherche comme d'application. On est en train de développer avec l'ENSAM ici, toujours dans le projet Team Sport, un environnement virtuel qui permet justement d'induire une identification groupe ou plutôt de la réduire. On pensait que c'était plutôt personnel, mais on n'y est pas arrivé. C'est plutôt de réduire le sentiment ou le niveau d'identification au groupe. Et donc on a fait tout un environnement, là je vous en montre qu'un, où on manipule des éléments de contexte qui font écho à la théorie sur la notion de se sentir dans le groupe ou de se sentir plutôt différent du groupe. Et on a développé des mesures dedans. C'est-à-dire on a les outils psychométriques, on les a intégrés dans la réalité virtuelle pour pouvoir justement avoir les mesures et savoir si fondamentalement ça fonctionne. Donc vous pouvez voir 2-3 choses. On joue sur l'appartenance au groupe, on joue sur le fait d'être avec les autres, etc., etc. Enfin bref, vous pouvez voir 2-3 éléments d'illustration. On joue sur une synchronisation de la respiration avec tout le monde aussi, c'est pas montré ici. Enfin bref, on a des éléments. Et vous voyez là un peu comme on a pu faire pour mettre ces échelles visuelles analogiques. On a aussi la grille de Roussel sur les émotions qui est mise dedans. Et là vous voyez, il n'y a plus personne, on est seul. Enfin bon bref, je vous passe les détails, je n'ai pas beaucoup de temps, mais voilà ce qu'il en est. Le sport, et je termine là-dessus, le sport de haut niveau en sport collectif, c'est ça. Je vous ai montré le haka, je vous montre ce qu'ils vivent maintenant quand ils rentrent sur un match. Ça, c'était le match de l'Afrique du Sud. Une ambiance incroyable à ce moment-là. Un enjeu fort, une équipe qui est réputée pour te faire mal, très fort. D'ailleurs, c'est ce qui a été le cas, hein, si vous avez suivi un peu le match. Enfin, faut s'imaginer hein, dans cet environnement-là. C'est un environnement qui est un environnement social, très clairement, encore une fois. Bon, allez, je passe ici. Mais tout ça pour conclure sur juste ça. On s'est intéressé très clairement à l'individu en psychologie du sport. C'est important. Très clairement, c'est important, il ne faut pas le nier. Mais on voit la force de passer par une approche qui est plutôt bottom-up, c'est-à-dire d'abord sur les aspects collectifs, surtout dans le haut niveau où on a peu de temps. Et il ne faut pas oublier que c'est des partenaires, c'est des staffs qui sont avec, c'est surtout nos positions avec un groupe, avec un autre groupe, et c'est tout l'environnement. Voilà pour le message que je voulais vous faire passer au travers de cette présentation.